parle finance et climat, la preuve. Nous étions peu genrés dans cette première partie. Je voudrais commencer, avant qu'on parle du financement, et ce qui m'a été demandé, c'est de cadrer un petit peu les débats et faire quelques propositions qui seront ensuite soumises à l'expertise des différents intervenants, là où ils sont et dans leur diversité. Premier élément, c'est toujours prendre conscience, puisqu'on est en Méditerranée, de l'impact absolument dramatique, spectaculaire, que le dérèglement climatique va avoir sur notre quotidien dans les prochaines décennies. Et je trouve qu'il y a un chiffre qui exprime cet impact, c'est que dans la deuxième moitié du siècle, le climat de Bordeaux, qui n'est pas une ville méditerranéenne, sera celui de Séville si on ne fait rien. Ce sont les projections des scientifiques du GIEC appliquées à la région Aquitaine. C'est une demande de la région Aquitaine de savoir ce qui allait se passer en région Aquitaine si on ne maîtrisait pas le dérèglement climatique. Et donc, si le climat de Séville devient si le climat de Bordeaux devient celui de Séville, que devient celui de Séville? Puis si on descend encore, que devient celui de Tunis? Et que devient celui de Marrakech? Et donc, on voit bien que si l'équilibre climatique, qui n'est pas la météo tous les jours, et les grands équilibres climatiques remontent de 1000 km, eh bien, on voit bien ce que ça peut vouloir dire en termes de rareté d'eau, en termes de sécheresse, en termes de baisse de productivité agricole, en termes de tension sur les ressources. Et donc, on mesure immédiatement à travers ce seul exemple, que ce n'est pas seulement une question environnementale dont on parle quand on parle de climat. On parle fondamentalement d'une question de développement, d'une question d'économie, d'une question de sécurité alimentaire, et aussi, tout simplement, une question de sécurité, parce que s'il y a une région au monde où on ne peut pas parler de climat sans parler de migration et des impacts que cela peut avoir sur les grands équilibres géopolitiques et politiques à l'intérieur de chaque pays, c'est bien la Méditerranée. Vous savez, pour prendre un autre pays un tout petit peu plus loin de la zone, la Syrie, vous savez qu'une des causes du conflit atroce que traverse la Syrie aujourd'hui, c'est précisément 3 ans de sécheresse historique entre 2006 et 2009 qui ont fait migrer 1 million de personnes, qui se sont ajoutées à 1 million de réfugiés irakiens, qui ont fait exploser tous les équilibres du pays. Donc, on voit bien qu'on est sur une question absolument centrale, ce qui justifie que, évidemment, on la regarde avec l'ensemble des outils dont on dispose. Et je crois que c'est un premier message absolument fondamental, et notamment pour la question du financement. C'est qu'il ne s'agit pas de dire « Ah, je vais créer une niche verte de financement climat, et puis je ne touche pas au reste ». Non, quand on parle infrastructure, il faut qu'on parle climat. Quand on parle financement des transports, il faut parler climat. Quand on parle financement des villes, il faut parler climat. Quand on parle financement de l'agriculture, il faut parler climat. Donc l'enjeu auquel on est confronté, c'est bien ce qu'on appelle le mainstreaming, en bon français, et donc le fait de mettre le climat dans l'ensemble des dimensions du développement économique et social. La question évidemment qui vient derrière, c'est oui, mais tout ça va nous coûter plus cher. Et donc là, je vous renvoie à un livre qui est diffusé gratuitement à la sortie, c'est la Nouvelle économie climatique. Je pense que vous avez entendu parler du rapport Stern, c'était avant Copenhague. Et ça, c'est en quelque sorte le nouveau rapport Stern, il vient de sortir en français, il est sorti il y a quelques mois en anglais. Je n'ai pas de version arabe, j'en suis désolé. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport issu des travaux d'experts, notamment présidés par l'ancien président du Mexique, Felipe Calderón? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « ça nous coûtera plus cher de ne rien faire que d'agir ». Point 1. Étant donné toutes les conséquences que cela aura de vivre, de subir le dérèglement climatique, ça nous coûtera plus cher de ne rien faire. Donc il y a une rationalité économique à agir. Et ensuite, de dire, si je fais des projets d'infrastructure qui sont compatibles avec un monde à 2 degrés, qui est l'objectif que la communauté internationale s'est fixé comme limite haute.
Est-ce que faire ce projet-là coûte nécessairement plus cher que faire les projets qui nous mènent à un monde à 4 degrés, à 5 degrés, à 6 degrés, qui est précisément le monde avec des impacts insupportables? Vous parliez du développement durable ou du développement soutenable. L'inverse de soutenable, c'est insoutenable. Et insoutenable, ça veut dire insoutenable. Et donc, on doit agir. Est-ce que c'est nécessairement plus cher? Eh bien, il y a des dizaines et des dizaines de pages d'analyse là-dedans qui montrent que non. Parfois oui, parfois non. Et qu'au final, le surcoût lié au fait de financer une économie, des modes de vie, des villes, des modes de production agricole, des modes de mobilité qui sont compatibles avec les 2 degrés, ça coûte 5% plus cher. Et si je le compare avec le scénario où on ne fait rien et je commence à regarder les impacts dramatiques sur le PIB, je vois que ces 5% de surcoût sont rien du tout par rapport aux 10%, 15%, 20% de perte potentielle de la richesse collective qui est la nôtre si on ne fait rien contre le dérèglement climatique. Ces chiffres, ce sont ceux du GIEC. Donc il y a réellement, pas simplement un enjeu moral à agir, il y a un enjeu moral, bien évidemment. Il y a un enjeu de justice, il y a un enjeu d'équité, et la Méditerranée fait partie des régions où le Nord et le Sud, pour reprendre des termes un peu déplacés, se côtoient à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc il y a cet enjeu, mais il y a aussi une rationalité économique à aller dans cette direction. Et c'est là où la table ronde va nous parler précisément de qu'est-ce qu'il faut changer dans les modèles économiques, qu'est-ce qu'il faut changer dans les règles du jeu, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'ingénierie financière pour aller dans cette direction. Alors, quand on parle des sujets financiers, s'il nous reste 5 minutes, ce sera, à mes yeux, l'articulation autour de 3 grands éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les fameux 100 milliards de Copenhague. Alors, les financiers disent « Ah, mais ça n'a aucune importance, ces 100 milliards, ce qui compte, c'est la finance privée, ce sont les 2 degrés, ce sont les investissements à côté des 100 milliards. » Il se trouve que les diplomates disent le contraire. Les diplomates vont dire « Ce qui compte, c'est que vous respectiez la promesse que vous avez faite en 2009 à Copenhague, pays du Sud vers les pays du Nord. Pays du Nord vers les pays du Sud, pardon. » Parfois, c'est l'inverse, effectivement. La réalité, c'est qu'on n'a pas à choisir entre les deux. C'est qu'il faut qu'on soit capable, et je crois que c'était un des grands messages du président de la République hier, ici même, de dire il faut que nous soyons capables, nous, pays du Nord qui avons fait cette promesse en 2009, de montrer comment nous allons honorer cette promesse. Et aujourd'hui, les chiffres de la Convention climat disent qu'on est autour de 35 milliards sur les 100 milliards prévus. Donc on n'est pas à 0, mais on n'est pas à 100. Et un des enjeux, c'est de montrer, d'ici Paris et après Paris, comment on pourra parvenir aux 100 milliards en additionnant des flux publics et certains flux privés pour pouvoir sceller cet accord politique qui permettra de débloquer la situation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un des éléments qui pourrait conduire à un échec de la COP21, c'est précisément celui-là. Premier sujet. Deuxième sujet, l'adaptation. Quand on parle du dérèglement climatique, il y a 2 grandes catégories, vous le savez bien. Il y a la diminution des émissions, et puis il y a l'adaptation. Et quand on est en Méditerranée, et quand on regarde particulièrement, mais pas seulement, particulièrement la rive sud de la Méditerranée, on voit bien que les enjeux d'adaptation sont absolument fondamentaux. C'est dans la négociation une priorité, et je pense qu'il faudra, dans cette négociation, qu'il y ait un paquet spécifique dédié à l'adaptation des pays les plus vulnérables. Et au-delà des aspects, quel est le montant du chèque, qui sera un sujet. Il y a un autre sujet qui me semble absolument fondamental, c'est l'intégration, et je sais que l'Agence française de développement y travaille, l'intégration de l'adaptation et de la résilience au changement climatique dans la totalité des projets qui sont financés. Lorsque vous faites aujourd'hui des infrastructures, lorsque vous faites des villes, lorsque vous faites des équipements qui ont une durée de vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être même plus, c'est absurde de ne pas aujourd'hui se poser la question de comment va évoluer cet équipement dans un monde à plus 2, à plus 3, à plus 4, à plus 5 degrés. Parce que sinon, c'est de l'argent public ou privé, dilapidé, perdu. Et donc,
c'est impératif d'intégrer dès aujourd'hui cette dimension de la résilience climatique dans l'ensemble des financements. Et c'est là où les banques de développement et les agences de développement ont un rôle fondamental pour permettre de partager des méthodologies, d'accélérer, d'aller plus vite, de partager de l'expertise avec l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels les gouvernements, de façon à ce que l'ensemble des projets, qu'ils soient financés par eux ou à la rigueur pas financés par eux, puissent bénéficier de cette expertise mutualisée. Et puis le troisième sujet, c'est bien évidemment la question, au-delà des 100 milliards, au-delà de l'adaptation, c'est la question de la réallocation des investissements privés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on aura beau faire 100 milliards pour le climat, il y a aujourd'hui, il y a eu l'année dernière, 2800 milliards d'investissements dans le monde. Donc vous pouvez en faire 100 pour le climat. Si les 2700 qui restent sont absolument incompatibles avec les 2 degrés, vous aurez fait une niche verte, vous aurez rempli votre objectif, vous aurez honoré votre promesse, vous n'aurez rien changé au problème. Donc on voit bien qu'il faut faire les deux. Et alors comment on fait bouger progressivement ces 2700 milliards restants, pour autant que j'aurais fait les 100 milliards initiaux? Eh bien c'est tout l'enjeu d'un rapport que je vais remettre au président de la République avec Alain Grandjean, la demande de Nicolas Hulot, je le remets le 18 juin. Et l'idée, c'est bien évidemment que la France continue de porter cette migration progressive de l'allocation du capital mondial vers une finance et une économie de degré. Un seul exemple, pour vous donner un avant-goût de cet agenda politique fondamental. Il y a un mois, la France et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, vous allez voir que justement là, on n'est plus dans la COP, on est passé au gouverneur de la Banque d'Angleterre, ont obtenu du Conseil de stabilité financière, organe dont on ne parle, je pense, jamais quand on parle de climat. Or, le Conseil de stabilité financière, c'est l'organe qui réunit l'ensemble des banques centrales du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est marginal et secondaire. Ils ont obtenu que le G20, l'ensemble du G20, y compris la Chine, y compris l'Inde, y compris le Brésil, y compris les États-Unis, mandatent cet organe de façon à ce qu'ils analysent comment il faudrait faire évoluer les règles qui régissent les marchés financiers, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, pour y intégrer la question du risque climatique et du dérèglement climatique. C'est quelque chose qui n'est pas dans la négociation, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans un cadre onusien à 196, c'est quelque chose qui ne sera pas négocié à Paris, mais qui est absolument fondamental si on veut faire bouger les lignes, non pas seulement sur les 100 milliards, mais sur les 2700 milliards qui restent. Et ça n'a pas fait la une du 20h, ça a à peine fait une brève quelque part, très peu en France, un peu plus ailleurs, alors qu'il se trouve que la France est à l'origine de cette avancée. Et c'est cette vision à 360 degrés qu'il faut avoir, à la fois à l'intérieur des négociations, à la fois les banques de développement, aussi la question des réglementations financières et du financement des infrastructures. C'est en bougeant toutes ces lignes, en ayant cette vision globale, que l'on pourra réellement prendre la mesure du défi qui est devant nous et livrer aux générations futures, un monde vivable. Parce que, ce sera ma conclusion, pour réussir à relever ce défi, je pense qu'il faut mobiliser 3 mots-clés qui fonctionnent mieux en anglais qu'en français. C'est care, share et dare. Care, c'est parce qu'il faut d'abord s'y intéresser. Et il faut d'abord s'intéresser aux gens qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Share, parce qu'il faut partager. Il faut partager des ressources, il faut partager des expériences, il faut partager des projets, c'est un des objectifs de la journée. Et dare, parce qu'il faut innover, il faut oser changer les modèles, il faut oser se dire, ce qu'on a fait depuis 30 ans, ça nous mène à un monde à 6 degrés. Et donc on est obligé d'innover, on est obligé de changer, et on est obligé de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et donc l'argument qui consiste à dire « Ah oui, mais je ne vais pas faire ça, puisque il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, je ne l'ai pas fait. » Et c'est justement ça. Dans toutes les instances, y compris celles qui sont autour de la table, bien évidemment, il faut bouger ces lignes. La Banque mondiale, puisque le CNI en fait partie, fait 20% de projets climat. 20%. L'AFD en fait 50%. Je crois que c'est possible de faire mieux que 20%, c'est un message pour la Banque mondiale. Merci. Merci beaucoup, Pascal Canfin. On va donc commencer.